Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 26 novembre 2025 et notre cher ami, notre frère Matthew Ho, est avec nous. Bon retour parmi nous, Matt. Salut Nima, ça fait plaisir de te voir. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à toucher davantage de personnes. Et Matt, laissez-moi commencer par ce qui se passe avec le plan en 28 points de Trump, apparemment publié par Keith Kellogg. Ensuite, il y a eu une réunion à Genève. Rubio s'y est rendu avec les Européens et les Ukrainiens ont discuté du plan. Il semble, comme l'a rapporté CNN, que la délégation ukrainienne ait accepté tous ces points, sauf 3. La limitation de la taille de l'armée ukrainienne, l'adhésion à l'OTAN et les concessions territoriales. Lorsque l'on retire ces 3 points cruciaux et importants de ce document, qu'est-ce que cela signifierait, selon vous? Eh bien, ces 3 éléments constituent le cœur de ce dont cette guerre traite, du moins du point de vue russe. Mais je pense que toute analyse objective montre qu'il s'agit d'une guerre préparée de longue date, longtemps souhaitée par beaucoup et provoquée par l'expansion téméraire, arrogante et vaniteuse de l'OTAN. C'est la conséquence de la victoire des Américains dans la guerre froide et de leurs États vassaux en Europe. En somme, c'est essentiellement ce que nous observons ici. Bien sûr, on peut parler de ce que la Russie a fait. Envahir un État souverain est une violation claire du droit international. C'est une guerre qui a coûté cher à la Russie. Elle dure depuis 4 ans, en somme. Je veux dire, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles on peut critiquer les Russes. Mais l'origine de tout cela, la réalité de la situation, repose sur cette peur qu'ont les Russes. Et c'est une peur légitime, un grief légitime, celui de l'encerclement par l'OTAN. Donc si l'on retire de cet accord de paix toute discussion sur l'OTAN, sur la taille de l'armée ukrainienne et sa finalité, sur la question de savoir si elle serait équipée pour attaquer la Russie à l'avenir, sur la possibilité que des troupes étrangères, troupes de l'OTAN, troupes américaines, soient autorisées à entrer sur le territoire ukrainien, ainsi que sur la question des territoires que la Russie a pris au cours des dernières années, y compris la Crimée, si l'on remonte à 2014. Alors il est certain que c'est là le cœur du conflit. C'est là le fondement de ce dont parle cette guerre. Vous savez, vous avez mentionné Keith Kellogg comme étant la personne la plus susceptible d'avoir fait cette fuite. Je suis d'accord. Mais si vous lisez la presse américaine ou européenne, ils sont convaincus que c'était le Russe Kirill Dmitriev. Certains suggèrent même que cela pourrait être Jared Kushner. Il a aussi un K dans son nom et il est très impliqué dans tout cela. Mais je pense que c'est Keith Kellogg. Vous avez vu ces transcriptions divulguées des conversations de Witkoff avec les Russes publiées dans Bloomberg. Je pense que c'est la même source. Oui. La même tentative de la part de l'appareil de sécurité nationale américain, de l'establishment, des interventionnistes libéraux néoconservateurs, du Deep State, peu importe comment on les appelle, de renverser, saboter ou empêcher les négociations. Parce qu'il y a beaucoup d'Américains, tout comme des Européens, qui estiment que la meilleure chose pour eux, pas pour les Ukrainiens, pas pour la stabilité de l'Europe, pas pour les grandes questions de guerre et de paix dans le monde, mais dans leur propre intérêt, afin de préserver le statu quo sur lequel ils reposent, c'est de voir cette guerre se poursuivre. Je pense que lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir à Washington, il a parlé de Keith Kellogg comme étant son envoyé spécial pour le conflit en Ukraine, puis il l'a envoyé au Moyen-Orient. Nous pensions que... Oh, pardon, j'ai dit Keith Kellogg, je voulais dire Steve Witkoff. Et Steve Witkoff, pour nous, c'était quelqu'un de différent de l'establishment. Vous savez, c'est un outsider qui arrivait, et il essayait de négocier avec les Russes, avec les Iraniens. Ensuite, nous avons pensé qu'il poursuivait un agenda sioniste.
que c'était pour cela qu'il faisait ceci ou cela. Mais dernièrement, récemment, nous avons appris du ministre iranien des Affaires étrangères qu'il avait conclu un accord avec l'Iran à 3 reprises. 3 fois. Et chaque fois qu'il rappelait Washington, quelqu'un là-bas disait « Non, ce n'est pas possible ». La même chose se produit en ce moment pour Steve Witkoff, Matt, dans le cas de la Russie. Tu sais, il a préparé une sorte de document. Il essaie de créer une initiative en cours de voyage, comme tu l'as mentionné. Ils ont une certaine amitié, et nous comprenons que ces hommes riches peuvent se parler entre eux. Mais après tout, si cela peut aider la cause de l'Ukraine, ce serait positif. Il semble que chaque fois qu'ils appellent quelqu'un à Washington, peut-être Marco Rubio ou les gens de son entourage, ils ne sont pas d'accord avec la plupart de ce que fait Witkoff en ce qui concerne le Moyen-Orient ou l'Ukraine. Quelle est ta compréhension de cela? Je pense que c'est pour cette raison, Nima, que Donald Trump a fait appel à Steve Witkoff et qu'il compte aussi sur son gendre, Jared Kushner. Il leur fait confiance, mais ce sont des outsiders. Ils ne sont pas redevables ni loyaux envers ces institutions. Ils ne voient aucun avantage à poursuivre cette guerre ou disons à maintenir l'instabilité au Moyen-Orient. Ils n'y voient aucune utilité. Ce sont des hommes qui veulent s'enrichir, bien sûr, ils veulent leur part. Mais ils ne voient aucune grande valeur globale dans ces guerres. Ils voient de meilleures façons de gagner de l'argent, de meilleures façons d'acquérir du pouvoir, de meilleures façons de construire ou de maintenir des relations, ou peut-être même d'en détruire d'autres. Pour eux, ces guerres sont désastreuses. C'est pourquoi je crois que Donald Trump, bien qu'il ait un penchant ou une obsession ou un goût pour la violence, prend certainement plaisir, selon moi, à des actes tels que le meurtre de pêcheurs vénézuéliens et colombiens dans l'Atlantique et le Pacifique. Vous savez, peut-être transporte-t-il de la drogue, mais qui peut le dire? Je pense que Donald Trump aime détenir ce pouvoir, n'est-ce pas? Le pouvoir et le sang enivrent, comme le dit Dostoïevski. Mais je pense, plus encore, que ces hommes considèrent le monde d'une manière beaucoup plus transactionnelle, mercantiliste, que leurs prédécesseurs, disons. Ainsi, Donald Trump incarne une présidence impériale. Il est l'empereur, cela ne fait aucun doute. Mais il est différent de tous ses prédécesseurs. Là où ses prédécesseurs, qu'il s'agisse de Biden, Obama ou Bush, croyaient que leur principale mission était, sinon d'étendre l'empire, du moins de le maintenir, de préserver le statu quo, de conserver cette autorité de superpuissance unique des États-Unis et tout ce qui l'accompagne, n'est-ce pas? Toute l'extraction de richesses, tous les déséquilibres de pouvoir, toute la capacité des États-Unis à agir à leur guise en tant que seule superpuissance mondiale. Trump ne le voit pas ainsi. Trump, je pense, aborde cela. Et cela a souvent été dit, mais je crois que c'est vrai, comme un magnat de l'immobilier, comme quelqu'un qui regarde un quartier, une communauté ou un terrain et dit « il n'y a aucune valeur à investir ici, il faut se tourner ailleurs ». Et je sais que c'est une manière très simple de l'expliquer, mais je pense que c'est ainsi que Trump perçoit l'Empire américain. De plus, je pense que Trump et certains de ceux qui l'entourent, peut-être y compris Vance, considèrent déjà que nous vivons dans un monde multipolaire. Vous savez, il suffit de regarder l'affront, l'exaspération, le dégoût du milieu de la politique étrangère américaine lorsque Donald Trump, lors de sa première administration, a daigné rencontrer le dirigeant nord-coréen, n'est-ce pas? Ou encore un certain nombre d'autres choses qu'il a faites et qui étaient, comme il le disait, indignes de la fonction. Ou bien qu'il récompensait ces autres nations pour leur mauvais comportement, selon la manière dont il voulait le formuler. L'idée, c'est que Donald Trump voit les États-Unis dans un monde où cette réalité multipolaire est déjà là. Et vous savez, c'est quelque chose qu'il est prêt à accepter et avec laquelle il est disposé à travailler. Mais l'objectif,
L'objectif de Donald Trump n'est pas simplement d'être un parmi d'autres dans le monde. Donald Trump's goal is not to just be one among equals in the world. Don't let anyone think that. But what Ne laissez personne penser cela. Ce qu'il veut, en revanche, c'est que les États-Unis dominent dans un monde multipolaire. Et à moins de changer les choses, à moins de s'adapter, de se réorienter et de consolider sa propre base, ses propres fondations, ses propres ressources, on ne prospérera pas dans un monde multipolaire. On ne dominera pas les autres nations de ce monde. En somme, ses prédécesseurs et les institutions auxquelles ils sont loyaux, les orthodoxies établies auxquelles ils restent attachés, auraient paralysé cela. Il n'y avait aucun moyen pour un Biden, un Bush ou un Obama d'abandonner l'idée de l'Amérique comme unique superpuissance. Allez voir leur politique, et vous verrez ce type de raisonnement à l'œuvre. Avec Trump, cependant, il y a cette acceptation de la réalité d'un monde multipolaire actuel, où les États-Unis ne sont plus la seule superpuissance et sont en déclin. À moins qu'une action ne soit entreprise, l'Empire américain se terminera de manière désastreuse. Je ne pense pas qu'il s'agisse de Donald Trump ou de ceux qui pensent comme lui, cherchant à assurer un atterrissage en douceur. Je pense qu'il s'agit essentiellement de trouver des alternatives permettant aux États-Unis de dominer sans être surexposés, surétendus ou affaiblis, au point que les États-Unis, en tant qu'empire, s'effondrent. Vous savez, à Istanbul en avril 2022, ils sont parvenus à un accord. Dans cet accord, la taille de l'armée ukrainienne était mentionnée comme étant de 65 000 soldats. Et je viens de le vérifier à nouveau aujourd'hui. Cela n'avait pas été finalisé dans l'accord. Les Ukrainiens parlaient de 250 000 et les Russes, je crois, de 85 000. C'était l'un des points à trancher à Istanbul en 2022 lors de la rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. C'était l'un des détails persistants ou non résolus de cet accord de paix de 2022 entre la Russie et l'Ukraine, dont la plupart des autres éléments avaient été établis. Mais je pense que pour en venir à ce que vous soulevez, cette proposition permettant aux Ukrainiens d'en avoir 600 000 est bien plus importante qu'auparavant. Et c'est bien plus grand que la taille de l'armée ukrainienne il y a 4 ans, qui comptait, je crois, environ 250 000 d'hommes. Maintenant, je ne sais pas, Nima, si les 600 000 mentionnés dans cette proposition en 28 points désignent une armée permanente ou s'ils incluent les réservistes, une armée totale. Mais une armée de 600 000 hommes dans un pays de 30 millions d'habitants. C'est une armée assez importante. C'est une armée vraiment massive. Donc, personne en Europe n'a ça. Non. Mais l'idée, je pense que c'est plus important, c'est de savoir à quoi ressemble cette armée et de quoi elle est capable. Et si cela signifie disposer de missiles et de drones pour tirer sur la Russie en tant que proxy de l'OTAN, non pas dans un but défensif, mais offensif, ce dont les Russes ont peur, alors je pense que c'est la question qu'il faudra résoudre. Quel type d'armement sera autorisé? Parce que je ne peux pas imaginer une nation en paix, ou qui souhaite l'être, possédant une armée de 600 000 hommes dans un pays de 30 millions d'habitants. Le poids que cela ferait peser sur l'économie, sur la société, le coût que cela représenterait, alors que l'Ukraine essaie de se reconstruire, cela n'a aucun sens. Donc peut-être une armée permanente de 200 000 ou 150 000 hommes et 450 000 à 500 000 réservistes. Cela paraît beaucoup plus raisonnable. Oui, cela signifie que l'OTAN devrait se préparer et tout fournir à l'Ukraine. C'est essentiellement le même scénario que nous observons depuis presque 4 ans de guerre en Ukraine. Oui, et les Européens veulent le faire. Ils n'ont pas relâché la pression.
Vous savez, la presse européenne, même cette semaine, s'accroche encore à cette idée de prendre les avoirs russes dans cette banque belge et de les utiliser. Et bien sûr, ce qui est si évident dans tout cela, c'est à quel point une grande partie de cette somme, disons que le prêt s'élève à 135 milliards d'euros ou 160 milliards de dollars, resterait en réalité en Europe. Sur ces 160 milliards de dollars qui seraient versés à l'Ukraine sur 2 ans, combien en atteindrait effectivement l'Ukraine avant de revenir aussitôt vers les Européens eux-mêmes, en particulier leurs entreprises d'armement? Je pense donc que l'intérêt personnel dans tout cela est très évident, très manifeste, et que les cris venant d'Europe à propos de la possibilité que cette guerre prenne fin proviennent d'hommes et de femmes dont le train de vie est sur le point de s'arrêter. Des personnes qui ont profité de cette générosité, qui depuis des années bénéficient de l'aide et de l'assistance étrangère affluant vers l'Ukraine. Qu'il s'agisse des entreprises européennes d'armement, des sociétés de développement, des ministères européens de la défense, de leurs services de renseignement ou des banques qui gèrent ce type de transactions. On pourrait dresser toute une liste de ceux qui profitent de la guerre, de ce système. En somme, c'est essentiellement de cela qu'il s'agit. Ainsi, les hurlements de protestation que nous avons entendus cette dernière semaine à propos du projet d'accord de paix viennent d'hommes et de femmes qui réalisent que leur bonne affaire, leur combine, est sur le point de prendre fin. Et aussi des politiciens, ceux qui ont tiré profit de cette guerre parce qu'elle leur donne leur identité politique. Je veux dire, pour Scholz, Macron, Merz, ils sont tellement impopulaires dans leur pays. La seule chose qui leur permet d'éviter d'être renversés, essentiellement, pas encore par des gens armés de fourches et de torches, bien que si l'Europe continue sur cette voie, cela ne soit peut-être pas si lointain. Mais en termes de perte du soutien de leur parti ou du contrôle de leur parlement, c'est incroyable. C'est cette identification à des dirigeants en temps de guerre, n'est-ce pas? L'idée qu'un État puissant est nécessaire. J'ai besoin de rester au pouvoir. J'ai besoin d'exercer cette autorité parce que nous sommes en grand danger à cause des Russes. Je veux dire, s'ils perdent cela, que leur reste-t-il pour leur identité politique? Donc je veux dire, regardez simplement les protestations venues des Européens face à cette tentative de régler une guerre par procuration impossible à gagner, qui a dévasté le peuple ukrainien. Dévasté, vous savez, des centaines de milliers de familles russes. Des centaines de milliers de familles ukrainiennes dont les hommes ne rentreront pas chez eux. De ces guerres, vous savez, combien d'autres ont été blessés et combien de millions de réfugiés. Et le fait que la terre a été dépeuplée, qu'elle a été détruite, et que l'eau, la mer, l'air ont été pollués par les résidus toxiques de la guerre. Vous savez, je veux dire, ce sont des choses qui, pendant des générations, affligeront aussi bien le peuple ukrainien que le peuple russe. Parce que ces soldats russes vont rentrer chez eux et ils seront malades à cause de la guerre, qu'il s'agisse de stress post-traumatique, de traumatisme crânien, de blessures morales, ou qu'ils aient été exposés à des substances toxiques. Ils rentreront avec toutes sortes de cancers, de problèmes respiratoires, de troubles gastro-intestinaux, et que Dieu les aide si cela se transmet aux générations suivantes, comme ce qui est arrivé aux anciens combattants américains du Vietnam. N'est-ce pas? Je veux dire, la fin de cette guerre ne peut pas arriver assez vite. Non seulement la fin des balles, des missiles et des drones tirés les uns sur les autres, mais aussi parce que les effets persistants de la guerre dureront des générations. Et la seule façon de prévenir cela et de commencer à guérir, c'est d'arrêter la guerre elle-même. Matt, voici ce que Rand Paul a dit à propos de ce qui se passe avec MAGA en ce qui concerne la guerre au Venezuela ou le soutien à l'envoi d'armes à l'Ukraine. Le sénateur Rand Paul.
Le sénateur Rubio, en tant que sénateur, était un fervent partisan du changement de régime. Cela allait vraiment à l'encontre du président Trump. Donc lorsqu'il a été choisi, beaucoup de personnes qui soutenaient le président Trump se sont dit « Oh mon Dieu, ils choisissent quelqu'un de bien plus belliciste et bien plus enclin à s'impliquer et à intervenir dans d'autres pays. » Et donc les gens se sont inquiétés. Puis, pendant la première année environ, on disait « Eh bien, Rubio a fait du bon travail sur l'aide étrangère et ils ont réduit tous les abus de ces ONG à travers le monde. » Je pense que les partisans du président ont été très favorables au secrétaire d'État. Mais je pense qu'une fois qu'il y aura une invasion du Venezuela, ou s'il décide de rétablir les subventions et les dons à l'Ukraine, on verra une division et une fracture du mouvement qui a soutenu le président. Parce que je pense que beaucoup de gens, moi y compris, ont été attirés par le président en raison de sa réticence à nous impliquer dans des guerres étrangères. Oui, il a mentionné Marco Rubio. Je me souviens que lorsque Anthony Blinken était à Washington en tant que secrétaire d'État, j'ai parlé avec Carl Wilkerson. Il a dit « Ce type est mielleux. Je déteste les gens mielleux. » Et je ressens la même chose à propos de Marco Rubio, Matt. Ce type est tellement silencieux. Il ne parle pas beaucoup. Il ne fait pas connaître sa façon de penser, ni sa politique. Mais ce qu'il fait est d'une manière ou d'une autre incroyablement destructeur. Oui, il n'est pas, je pense, aussi grande gueule ou idéologue que beaucoup d'autres que nous avons vus. Et il a certainement une manière d'être qui diffère de l'arrogance de certains de ses prédécesseurs, comme un Mike Pompeo ou un Tony Blinken. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas sûr de lui, ni qu'il n'a pas sa propre base idéologique. Il a certainement ses désirs, ses ambitions, ses rêves. Je veux dire, il a bien réussi à gravir les échelons du pouvoir au Sénat américain pour diriger la Commission des Affaires étrangères et se positionner pour occuper ce poste. Et puis, comme le disait Ron Paul, il a réalisé les objectifs de Donald Trump en matière de réduction de la taille du département d'État et de suppression de l'USAID. Je veux dire, voilà un secrétaire d'État qui arrive et prend un scalpel. Non, pas un scalpel, une hache, une tronçonneuse, immédiatement contre son propre département. Et tu sais, donc tu vois qu'il a cette capacité à plaire à Donald Trump, mais il faut aussi comprendre qu'il se tient là, juste à l'oreille de Donald Trump. Et même si Rubio semble discret, et même s'il a été éclipsé par Witkoff, il a quand même, comme tu l'as dit plus tôt, Nima, énormément de pouvoir. Il est capable de saboter les choses dont tu parlais, les négociations avec Witkoff, les discussions avec les Iraniens, et à chaque fois qu'il rappelait avec de bonnes nouvelles, des progrès ou un accord potentiel, tout s'effondrait. Oui. Et il a certainement cette capacité à manœuvrer dans l'ombre de cette manière et à tout contrôler. Il faut aussi se rappeler qu'il est également le conseiller à la sécurité nationale. Le dernier à avoir occupé ces deux postes en même temps, c'était Henry Kissinger. Et il ne faut jamais sous-estimer Henry Kissinger. Donc je pense que c'est Rubio ici qui montre une sorte de génie du pouvoir, si l'on peut dire. Non pas en parlant des résultats ou des conséquences, mais de sa capacité personnelle à influencer les choses et à être dans l'action. D'une certaine manière, beaucoup d'entre nous sont trompés ou ne comprennent pas vraiment ce qui se passe ici. Moi-même, et d'autres aussi, avons dit au cours de l'année écoulée, que se passe-t-il ici? Witkoff est le secrétaire d'État, je suppose. Et puis, à mesure que nous en discutons, que nous analysons ou que nous regardons en arrière pour voir ce qui s'est passé, c'est clair. Witkoff est l'envoyé du président. Mais l'homme qui se tient dans la pièce avec le président pendant que Witkoff est sur haut-parleur, c'est le secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale, Marco Rubio.
Je pense donc que nous devons tous être conscients de sa capacité à accomplir des choses d'une manière qui n'est peut-être pas aussi démonstrative ou publique que nous le souhaiterions ou l'espérerions de la part d'un secrétaire d'État. Mais oui, c'est ainsi. Et vous savez, j'espère que personne ne confond mes éloges sur la capacité de Rubio à obtenir, maintenir et contrôler les choses avec un soutien envers lui. Évidemment pas. Mais je pense que si nous ne comprenons pas comment ces personnes fonctionnent, et si elles sont efficaces, compétentes ou capables, alors nous nous plaçons dans une très mauvaise position. Donc à mon avis, Rubio est quelqu'un dont nous devons vraiment être conscients de ses compétences, de ses capacités. C'est certainement quelqu'un pour qui je n'avais pas beaucoup de respect il y a 10 ou 12 mois. J'ai maintenant un bien plus grand respect pour lui. Encore une fois, je ne soutiens pas ce qu'il fait, mais je reconnais simplement sa compétence et ses capacités. En réalité, en ce qui concerne l'Amérique latine, la situation empire, car il semble nourrir une sorte de haine personnelle envers ce qui s'y passe. Matt, nous avons entendu Maduro. Il affirme que 85% des milliards issus du trafic international de drogue chaque année se trouvent dans des banques aux États-Unis. Tu sais, si l'on veut faire quelque chose à ce sujet, il faut commencer par agir au niveau national, puis s'en prendre aux autres pays. Comment est-ce possible? On porte une telle accusation contre un gouvernement étranger. Comment comprendre cela? Comment donner un sens à tout ça? Eh bien, les drogues ne sont pas le problème. Les drogues sont le sujet de discussion. Les drogues sont la cause ou le drapeau sanglant à brandir. Mais ils doivent convaincre les autres pays d'Amérique latine que c'est la principale raison. Je ne pense pas que qui que ce soit va être convaincu par ça. Je ne pense même pas qu'ils cherchent à convaincre qui que ce soit. Je pense que c'est simplement, en gros, une façade. C'est l'habillage qu'ils y mettent. Je ne crois pas qu'ils s'attendent à ce que quelqu'un de sérieux les croie. Ils s'en moquent tout simplement. Mais ils doivent faire semblant, donner une impression de légitimité, jouer le jeu et fournir ce genre d'arguments. Tu sais, je crois que c'était Reuters, ou peut-être Gallup. Quelqu'un avait publié un sondage qui montrait la différence dans l'approbation américaine des attaques contre ces bateaux de pêche, bateaux de drogue, hors bord, peu importe ce que c'est. Tu vois, ces tout petits bateaux qui devraient refaire le plein 10 ou 12 fois pour atteindre les États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas normal. Tu sais, avec tout ce qu'on en sait. Et quand la question est posée, formulée de manière à inclure l'idée que cela contourne la procédure légale et que c'est potentiellement illégal. Tu sais, moins d'un Américain sur 3 soutient ces attaques contre les bateaux. Mais quand la question est simplement formulée comme « Soutenez-vous les actions militaires américaines visant à empêcher les trafiquants de drogue d'entrer dans le pays ?» Environ 70% y sont favorables. Voilà. Donc, même s'ils font preuve d'un certain mépris, Ou l'histoire sur CBS. d'accord? C'était bien là? Ouais. S'ils n'ont pas une forme de récit sur lequel s'appuyer, quelque chose que leurs partisans, ainsi que d'autres, peuvent continuer à suivre avec eux, s'ils n'ont pas une sorte d'histoire qui ait du sens, tu vois, alors, je pense que, même s'ils s'en fichent et qu'ils feront ce qu'ils veulent, ils ne sont pas idiots. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas ignorer la réalité moderne du besoin d'optique, d'image, d'histoire, de récit et de consentement médiatique, un consentement fabriqué, etc. Tu vois? Et dans le reste de la région, cependant, pour répondre à ta question, le reste de la région, je ne... Les Américains s'en moquent. Ce qu'ils veulent que le reste de la région voit, c'est la conséquence de ne pas aller dans leur sens. Que si vous voulez être défiant, si vous refusez de plier le genou et de leur baiser la bague,
Voilà ce qui vous arrivera. Ils vont commencer par Maduro, puis passer au Nicaragua et ensuite à Cuba. L'administration ne l'a pas dit ouvertement, mais on a certainement entendu leurs partisans le dire. Nous avons vu la lauréate du prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, affirmer que juste après que les Américains nous auront libérés ici au Venezuela, ils iront ensuite donner la liberté au Nicaragua, puis à Cuba. Tu sais, cela me rappelle beaucoup ce type de pensée qui dominait chez les Américains en Irak en 2003 et 2004. Quand je suis arrivé en Irak au printemps 2004, dans le cadre de l'autorité provisoire de la coalition, l'administration coloniale américaine de l'Irak, dirigée par Jishpal Bremer, Jerry Bremer, si les gens se souviennent de lui, on entendait encore les mêmes discours. Et c'était à la fin avril, début mai 2004, donc une année entière après l'invasion. Une année complète déjà, à peine un mois après les grandes batailles de Fallujah, de Najaf et de Samarra. Je veux dire, clairement, les choses ne se passent pas comme nous l'avions dit. Nous n'avons pas été accueillis avec des fleurs, mais avec des engins explosifs improvisés. Et il y avait des responsables américains, des personnes assez haut placées, qui disaient encore des choses comme « Nous devons encore déterminer, une fois que nous en aurons fini ici, si nous allons à droite ou à gauche. Autrement dit, devons-nous aller en Iran ou en Syrie ?» Et c'est ce genre de raisonnement qui se cache derrière tout cela. C'est la façon de penser de ceux qui promeuvent ce changement de régime, qu'il ne s'agit que de la première étape pour consolider notre contrôle sur l'Amérique du Sud, pour consolider notre contrôle sur l'Amérique latine. Et cela s'inscrit dans ce dont nous avons parlé plus tôt. Le désir de Trump de réaligner l'Empire américain, ou de le reconstruire, ou de le réimaginer, selon la manière dont on veut le décrire, vise à être plus performant, à dominer dans un monde multipolaire. Pour y parvenir, nous devons sécuriser notre hémisphère, nous assurer que nous pouvons en tirer tout ce que nous voulons, et que d'autres acteurs, en particulier la Chine, ne viennent pas nous enlever ce qui nous appartient. Je pense donc que cela s'inscrit dans la logique, dans la doctrine, dans l'idéologie utilisée pour présenter le changement de régime comme l'option la plus sensée pour le président des États-Unis. Et ce que les autres gouvernements d'Amérique latine doivent comprendre, c'est que leur tour viendra. Je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit à la Maison-Blanche, au Conseil de sécurité nationale, au département d'État, au département de la Défense, peu importe où, qui croit une seule seconde que notre histoire sur les cartels du soleil et chaque bateau que nous faisons exploser en prétendant sauver 25 000 Américains d'overdose de fentanyl et toutes ces absurdités soit crue par qui que ce soit. Ils savent que personne n'y croit. Exactement. Tant que les simples d'esprit, le peuple américain, y voient une sorte de justification et que cela permet que les choses se passent sans heurts au début, ou du moins que cela suscite un certain soutien, c'est parfait. Tous les autres, nous savons qu'ils ne nous croient pas. Nous ne voulons pas qu'ils y croient. Nous nous moquons qu'ils y croient. Ce que nous voulons qu'ils comprennent, c'est notre pouvoir, leur relation à nous, et ce qui leur arrive s'ils ne se soumettent pas à notre pouvoir. Mon attention, cette année, se porte sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Le nouvel assassinat, vous savez, le chef de l'un des commandants. Si je ne me trompe pas, le chef de l'armée du Hezbollah a été assassiné par les Israéliens. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Laith Marouf, qui se trouve à Beyrouth, au Liban. Il a dit que le Hezbollah se prépare à réagir, mais que le pape va se rendre au Liban. Il semble qu'ils vont attendre environ 2 semaines, jusqu'à ce que le pape quitte le Liban. Comment voyez-vous cela? How do you see, the same old story with the
Tu sais, c'est toujours la même histoire avec cette stratégie stupide, incroyablement stupide, je dirais, de la part des Israéliens. Chaque fois qu'ils mènent une opération d'assassinat, ils pensent pouvoir en tirer quelque chose. Mais quoi au juste? Ils bombardent littéralement le sud du Liban alors qu'il est censé y avoir un cessez-le-feu, ou du moins qu'on en parle. Et l'assassinat, eh bien, le chef du Hezbollah sera simplement remplacé par quelqu'un d'autre. On ne peut pas tout détruire. On ne peut pas assassiner chaque membre du Hezbollah. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Que cherche-t-il vraiment à accomplir selon toi? What does that mean? What are they seeking for, in your opinion? I think it's for the Israelis. Je pense que, pour les Israéliens, c'est une continuation de l'affirmation de leur domination au Moyen-Orient, de leur volonté de s'imposer comme la force ou la puissance principale dans la région. Et vous savez, il y a différentes factions qui entrent en jeu du côté israélien quant aux raisons pour lesquelles ils veulent mener ce type de campagne à travers la région. On peut adopter une approche plus séculière, axée sur la sécurité nationale, qui dit « Nous avons besoin d'une zone tampon ». La meilleure chose à faire est de déstabiliser ces pays afin que personne ne puisse former une résistance cohérente ou efficace contre nous. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut avancer au Liban, qu'il faut avancer en Syrie, afin de nous établir, de nous donner des zones tampons pour pouvoir annexer la Cisjordanie, parce que nous ne voulons pas que les factions palestiniennes de ces pays viennent aider les Palestiniens de Cisjordanie. En gros, nous voulons sécuriser nos flancs. Et puis, il y a une dimension plus métaphysique, religieuse, sioniste, ultranationaliste, kélis, selon laquelle tout cela fait partie du Grand Israël et nous appartient. Sur les cartes du Grand Israël, Israël s'étend jusqu'à Beyrouth, couvre Damas, va jusqu'à l'Euphrate en Irak et jusqu'au Nil en Égypte. Ainsi, on assiste à une convergence de diverses factions, chacune ayant ses propres raisons de vouloir mener cette guerre à travers tout le Moyen-Orient. Au Liban en particulier, oui, l'idée de continuer à déstabiliser le Liban, de s'assurer qu'il n'y ait aucune résistance efficace. L'idée que nous devons sans cesse affaiblir le Hezbollah, veiller à ce qu'il ne puisse opposer aucune résistance à notre éventuelle annexion de la Cisjordanie. Je veux dire, une grande partie de ce que font les Israéliens, à mon avis, doit être comprise à travers le prisme de la Cisjordanie. C'est leur objectif principal depuis des décennies maintenant. Et puis, il y a d'autres aspects aussi. Israël a connu une très longue occupation, 20 ans d'occupation au Liban, qui a été coûteuse, et le pays en porte encore les cicatrices. Ils ont mené une campagne, une guerre, essentiellement une invasion, en 2006 qu'ils ont perdu. Ils ont été repoussés du sud du Liban. Donc il y a aussi chez les Israéliens cette idée de « nous devons réparer cela, nous devons gagner, nous devons en finir », n'est-ce pas? L'affaire du Liban reste inachevée. Vous savez, tout cela persiste, ces fantômes sont encore là pour de nombreux Israéliens. Le Hezbollah a été un formidable épouvantail pour les politiciens israéliens. Je veux dire, l'opinion publique israélienne, lorsque Nasrallah a été assassiné l'année dernière, il y avait, je crois, quelque chose comme 90%, un niveau fou de soutien populaire. Et on observe la même chose pour ce type d'opération, des niveaux très élevés de soutien public aux actions militaires israéliennes à travers le Moyen-Orient. Donc, si vous êtes un politicien israélien, peu importe votre position par rapport à Benjamin Netanyahou et au conseil de gouvernement, tous les politiciens ou institutions israéliens qui ont une certaine importance ne voient que des avantages à s'associer à ce type de campagne militaire. Ces opérations, ces guerres, ces assassinats, ces bombardements et ces efforts de déstabilisation, n'est-ce pas? Et ils sont tous certains de leurs actions parce que les Américains les soutiennent. Ainsi, les Américains, qu'il s'agisse de Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama ou même George W. Bush, vous êtes sûrs, en tant qu'Israéliens,
de bénéficier de ce soutien. Et je sais qu'il y a eu un grand changement dans l'opinion publique américaine. Il y a eu quelques changements politiques aux États-Unis en ce qui concerne Israël. Mais je pense que les Israéliens sont convaincus que malgré tout cela, l'engagement indéfectible de l'Amérique, comme aiment le dire aussi bien les démocrates que les républicains, restera inchangé. Lorsqu'il s'agit concrètement de l'argent destiné à Israël, des bombes, des avions, des pièces détachées et de tout ce dont ils ont besoin pour mener leur guerre et leur génocide et maintenir leur apartheid, tout cela viendra des Américains. Sans oublier le soutien diplomatique américain, le soutien du renseignement américain. Les F-15, F-35 et F-22 américains continueront de protéger l'espace aérien et les villes israéliennes contre les missiles et les drones irakiens, iraniens ou yéménites. Tu sais, je veux dire, il y a cette certitude parmi toutes ces différentes factions qui s'unissent autour de l'idée que ce qui est le mieux pour Israël, c'est de mener ses guerres, de continuer à essayer d'assurer cette domination. Je pense que les Israéliens, il y a 2 ans, enfin tu dirais il y a 2 ans, Nima, n'étaient pas la nation dominante dans la région, qu'il y avait d'autres pays capables de les défier, ou du moins que ce n'était pas aussi clair, pas un déséquilibre de pouvoir ou de relations aussi évident. Maintenant, 2 ans plus tard, on peut dire que oui, Israël est le pays dominant dans la région. Et tu sais, c'est quelque chose d'assez fort à affirmer. C'est un sentiment, une impulsion ou une conviction assez puissante sur laquelle les Israéliens s'appuient. Et c'est bien sur cela qu'ils s'appuient. En fait, aujourd'hui, nous avons appris que la nuit dernière, l'un des avions de chasse israéliens est entré dans l'espace aérien irakien. Il s'est approché de la frontière iranienne et a été ravitaillé par des avions américains. Ils font quelque chose, ils se préparent à quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai vu des images en provenance d'Iran montrant leur système de défense aérienne en train de se préparer. Ils tirent dans le ciel, juste pour tester, pour se préparer à cela. Mais il me semble, Matt, que nous allons assister à une nouvelle série de combats entre l'Iran et Israël. C'est vraiment l'impression que ça donne. Qu'en penses-tu? Pensez-vous que je ne vois pas comment Israël pourrait tirer quoi que ce soit de cette guerre, car la première portait entièrement sur un changement de régime. Du moins, nous le savons maintenant. Et ce que nous avons appris du président du Parlement iranien, c'est que le 6e jour de la guerre entre l'Iran et Israël, le vice-président des États-Unis appelait l'Iran encore et encore, cherchant une solution au conflit. Donc, si Israël se trouvait dans cette situation, vous savez, c'était une attaque surprise contre l'Iran. Si c'était le cas, que cherche-t-il à obtenir en poursuivant la guerre et le conflit directement avec l'Iran? Je veux dire, l'idée serait de déstabiliser l'Iran au point que tout vestige de l'axe de la résistance s'effondre, que tout soutien du Hezbollah, tout appui aux Houthis au Yémen, aux milices irakiennes, que tout cela se fane et meurt, s'évapore simplement. Je ne sais pas si un changement de régime est possible. Je ne crois pas qu'un changement de régime le soit, mais l'assassinat, lui, est possible, non? Le meurtre coordonné et délibéré des dirigeants politiques et religieux de l'Iran est certainement possible. Que cela entraîne un changement de régime, je ne le pense pas. J'en doute énormément. Peu importe ce que pense le fils du défunt Shah, là-haut en Virginie du Nord, je ne crois pas qu'il s'assiera sur ce trône de sitôt, tu vois, comme son père, son grand-père et tous les autres l'ont fait. Mais, je veux dire, les Iraniens pensent certainement qu'une guerre se prépare, du moins d'après leurs déclarations publiques. Ils ont été clairs sur le fait qu'ils reconstruisent, fabriquent et reconstituent leur stock de missiles plus rapidement que jamais.
Et nous savons aussi qu'ils peuvent produire ces missiles balistiques et ces drones bien plus vite que les Israéliens et les Américains ne peuvent fabriquer de missiles intercepteurs de défense aérienne. On en arrive donc à ce point où, eh bien, si les Israéliens ont en tête que dès que la guerre commence, il faut la laisser suivre son cours, la laisser devenir grave, accepter des pertes civiles assez importantes et voir des vidéos sur CNN, Fox News et en première page du New York Times et du Washington Post montrant, vous savez, des immeubles résidentiels en feu à Tel Aviv. Residential buildings burning in Tel Aviv, and then the Americans will come in and finish us off. Et ensuite, les Américains viendront nous achever. Vous savez, est-ce que c'est ça leur raisonnement? C'est essentiellement dans cette logique-là. C'est ce qui a dû se passer en 73. Nous avons, en gros, dû faire venir les Américains pour nous sauver, et cela a mis fin à cette guerre. Alors, est-ce que c'est leur raisonnement cette fois? Vous savez, il y a aussi des spéculations selon lesquelles les Israéliens utiliseraient des armes nucléaires. Et je ne pense pas que quiconque doive en douter. Je veux dire, toute nation qui a mené ces campagnes, ces guerres, pendant des décennies, en voyant de quoi ils sont capables, leur volonté d'assassiner, leur volonté de tuer. Je veux dire, ils ont inventé la voiture piégée moderne, si l'on peut dire, pendant leur occupation du Liban. Tu sais, je veux dire, sans même parler de ce qu'ils ont fait au peuple palestinien. Non seulement les 2 années de génocide à Gaza, mais des décennies et des décennies de nettoyage ethnique, d'occupation, d'apartheid et de subjugation. Si quelqu'un doute que les Israéliens n'utiliseraient pas une arme nucléaire, pourquoi? Je veux dire, pourquoi? Pourquoi ne l'utiliseraient-ils pas, au vu de tout ce que nous avons vu d'eux tout au long de leur histoire? Donc tu vois, tout cela mène à un point assez effrayant, où tu espères que les Israéliens se disent « Tu sais quoi, ça n'en vaut tout simplement pas la peine. Nous pouvons continuer à renforcer notre domination ici dans la région, à travers le Liban, à travers la Syrie. » Espérons que nous obtiendrons une normalisation avec les Saoudiens. Les Saoudiens s'occuperont alors des Yéménites, vous savez, et nous pourrons simplement continuer à isoler davantage l'Iran. Mais je ne sais pas trop. En regardant les Israéliens, leur direction, en observant l'opinion publique israélienne sur ce genre de choses, sur les points de vue, la vision du monde du peuple israélien, la manière dont ils se perçoivent dans le monde. Oui, l'idée d'une autre guerre avec l'Iran, malheureusement, semble probable. Je ne miserai pas tout mon argent là-dessus, mais j'y mettrai 55 ou 60 centimes par dollar. Matt, I don't know if you saw the video, one of the Zionists. Matt, je ne sais pas si tu as vu la vidéo. Un des sionistes, tu sais, il s'approche de Norman Finkelstein pendant qu'il traverse la rue, se rapproche de lui glisse un de ses téléavertisseurs dans la poche et lui dit qu'il doit faire attention. C'est quoi ça? C'est incroyablement dégoûtant quand on regarde la vidéo. Ces gens n'ont aucun respect pour qui que ce soit. They show no respect for anybody. Oui, c'est de la suprématie, Nima. C'est pas différent de la suprématie blanche. Ce n'est pas différent de toute autre forme de suprématie. Et bien sûr, tu sais, quand tu traverses l'Asie et que tu vois toutes les haines internes entre groupes asiatiques et tout ça, la suprématie, par exemple, des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale avec le Japon impérial, la manière dont ils se considéraient comme supérieurs parmi les races là-bas, n'est-ce pas? Et comment ils étaient alors prêts à purifier d'autres populations. Je veux dire, tu sais, ce n'est rien d'autre que de voir les autres comme des sous-humains. Et tu sais, il y a eu cette semaine plusieurs vidéos de ces 2 femmes, l'une britannique, Melanie Phillips ou quelque chose comme ça. Et l'autre, une américaine, Sarah Hurwitz, ou quelque chose comme ça. Je déforme peut-être leur nom, mais je suis sûr que les gens ont vu ces discours tout simplement atroces et ignobles. Ce n'étaient pas des remarques improvisées faites par ces femmes.
C'étaient des déclarations préparées, prononcées lors de conférences, déshumanisant essentiellement les Palestiniens. Vous savez, cette femme qui avait été la rédactrice de discours d'Obama, l'américaine, a utilisé l'expression « essayer de parler à travers un mur d'enfants morts ». Une attaque épouvantable, inhumaine, grotesque, contre l'idée même que nous devrions nous opposer aux atrocités. Vous savez, c'est la personne qui a dit que toutes les mauvaises leçons de l'Holocauste avaient été enseignées. Tu sais, l'idée que l'Holocauste, apprendre l'Holocauste, n'implique pas qu'il faille défendre les faibles. Essentiellement, selon elle, le sens de l'Holocauste est qu'il faut nier les atrocités commises contre tout autre peuple que les Juifs. C'est absolument répugnant. Et mes amis juifs sont furieux de voir que ce genre de pensée, ces commentaires, cette compréhension, ce chauvinisme, cette suprématie juive, reste encore si vivace. Elle dispose encore d'une telle tribune. Elle est encore présente parmi les plus élites, n'est-ce pas? Et tu sais, ce sionisme, cette suprématie juive, alors qu'on pourrait penser qu'après 2 ans de génocide télévisé, sa capacité à soutenir un argument se serait au moins affaiblie. Aujourd'hui, on voit ces gens promouvoir les idées les plus ignobles, répugnantes, aberrantes, inhumaines et racistes, les défendre, et critiquer ceux qui suggèrent qu'Israël agit mal, comme si ces personnes avaient une sorte d'agenda islamiste visant à débarrasser le monde des Juifs et de l'Occident. C'est de la folie, vraiment. Mais on voit où ces gens s'expriment et à qui ils s'adressent. Et on voit qu'ils publient des livres chez de grandes maisons d'édition. Ainsi, la force du sionisme, en tant qu'aspect central de la classe dirigeante occidentale, n'a pas été diminuée dans son effet, sa portée ou son pouvoir au sein de cette classe, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et encore une fois, cela renvoie à la raison pour laquelle Israël est si certain que les Américains seront toujours là pour lui. On pourrait aussi dire que les Européens étaient là pour eux et que le monde entier l'était pour Israël. Qui, en réalité, a tourné le dos à Israël d'une manière concrète et réelle? Vous savez, quand j'étais en Irlande il y a 1 an, pour donner des conférences et faire une tournée là-bas, en discutant avec les gens, les Irlandais étaient furieux. Ils ne voulaient pas m'entendre dire que j'étais content ou satisfait que le gouvernement irlandais fasse ces déclarations contre Israël, parce qu'ils étaient les premiers à me dire « Nous sommes le plus grand partenaire commercial d'Israël dans l'UMLA. Donc, nous pouvons bien fermer l'ambassade d'Israël à Dublin si nous le voulons, mais nous restons le plus grand partenaire commercial d'Israël dans l'UMLA. Et c'est ce qui compte le plus. » Vous voyez? Et c'est pour cela que les Israéliens sont si sûrs d'eux. Et c'est aussi pour cela que ces gens, comme ces 2 journalistes, ou qui qu'ils soient, peuvent circuler et avoir une place établie dans les institutions d'élite. Oui. En fait, j'ai une vidéo d'une des conférences de Melanie Phillips, et c'est incroyable ce qu'elle dit. Matt, nous avons appris de l'ambassadeur iranien en Russie que l'Iran a reçu une proposition de la part de la Russie pour former un pacte de défense avec l'Iran, pour s'opposer à l'OTAN. Comment vois-tu la manière dont la Russie et l'Iran perçoivent l'OTAN? Nous savons que lors de l'attaque contre l'Iran, il n'y avait pas que Israël. Le ministre iranien du renseignement a déclaré qu'environ 50 personnes étaient impliquées, partageant des renseignements avec les Israéliens, aidant les services de renseignement israéliens à nous attaquer. Et tu sais, nous avons eu le chancelier allemand disant qu'Israël fait notre sale travail contre l'Iran. Il me semble que le gouvernement iranien se rapproche de la Russie. Ils estiment que l'ennemi n'est pas seulement Israël, mais aussi l'OTAN, puisque l'OTAN soutient Israël. L'Iran ne considère pas Israël seul comme une menace majeure, mais lorsqu'il voit l'OTAN soutenir Israël contre lui, c'est différent. Il semble que les négociations entre l'Iran et la Russie
en soient encore à leur début. Mais quel progrès! Comment voyez-vous la situation entre ces deux pays, l'Iran et la Russie? Eh bien, la Russie et l'Iran ont désormais connu quelques décennies de ce type de confrontation partagée avec l'Occident, que ce soit en Syrie où ils se trouvent tous deux du même côté en soutenant le gouvernement Assad, ou dans la guerre en Ukraine, où l'Iran a fourni une grande quantité de matériel pour soutenir l'effort de guerre russe, notamment des drones. Je veux dire, les drones Shahed ont été tellement efficaces pour la Russie qu'ils ont fini par acheter la technologie et construire leur propre usine pour les produire. Vous voyez? Et donc, vous avez cette relation, par nécessité, née de l'hostilité de l'Occident et de l'OTAN. Vous savez, il y a cette vidéo, quelqu'un vient de la republier, peut-être que c'était Glenn Deason, je ne me souviens plus, mais Scott Horton a été la première personne que j'ai vu la partager. C'est une vidéo de Joe Biden en 1987 au sein de la Commission des Affaires étrangères du Sénat discutant de l'élargissement de l'OTAN. Et Biden dit en substance, oui, je sais que les Russes n'aiment pas ça, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils ne veulent pas traiter avec nous, alors ils peuvent traiter avec les Chinois, ou mieux encore avec les Iraniens, sur un ton moqueur. Et nous voilà maintenant en 2025, et les Russes ont cette relation avec l'Iran et avec la Chine. Et c'est sérieux, et c'est une relation plus puissante, en particulier la relation russo-chinoise, que celle de l'Occident. Vous savez, si quelqu'un pense qu'une alliance entre la Russie et la Chine n'est pas plus puissante que l'OTAN, je ne sais pas quoi lui dire. Je veux dire, je sais que vous aimez l'idée de nos chasseurs de 5e génération et tout ça, mais la réalité de la guerre, la réalité des ressources, de la technologie dans son ensemble, de la capacité de production, de l'industrie, tout cela fait pencher la balance en faveur de la Russie et de la Chine. L'Iran peut potentiellement y ajouter encore davantage. Je pense cependant que pour les Russes, la question est la suivante. Est-il logique pour la Russie de recevoir le soutien de l'Iran, comme cela s'est fait à travers le commerce, le transfert de technologie, le soutien industriel, des choses de ce genre, comme nous l'avons vu au cours des 4 dernières années avec la guerre en Ukraine? Cela a parfaitement du sens. Mais est-ce que cela a du sens pour les Russes de conclure une sorte d'alliance formelle avec les Iraniens, où ils devraient être impliqués dans des attaques israélo-américaines contre l'Iran? Vous savez, cela semble être une question géopolitique dont les Russes ne veulent pas faire partie. Quel avantage les Russes en tireraient-ils? Où sont leurs intérêts à devoir défendre l'Iran contre une attaque américaine, israélienne, ou, comme vous l'avez souligné, menée par une 50aine de nations, en somme? Quel est le véritable enjeu? Où est le bénéfice? Où sont les intérêts des Russes là-dedans? D'un point de vue très réaliste, cela ne semble pas vraiment être quelque chose dont ils tireraient profit. Cependant, cette relation continue, et la manière dont elle s'est renforcée, rappelez-vous, plus tôt cette année, les Russes ont signé un traité stratégique couvrant un large éventail de domaines. Industrie, partage de renseignements, questions culturelles, toutes sortes de choses entre les Iraniens et les Russes. Cela pourrait-il évoluer vers un traité de défense plus formel? Certainement. Cela pourrait-il se transformer en alliance? Je ne dirais pas que c'est impossible, mais cela n'a pas de sens du point de vue russe. Pourquoi s'attacher ainsi aux Iraniens? Les Israéliens et les Américains ne le respecteraient pas. N'est-ce pas? On peut imaginer que si les Russes s'alignaient sur l'Iran de cette manière, ce qui impliquerait un soutien russe, les Américains et les Israéliens diraient simplement « Mettons-les au défi. Nous ne te croyons pas, Russie. Nous ferons ce que nous voulons. » Cela placerait donc la Russie dans une position difficile. Mais il est certain qu'un renforcement de la relation existante a du sens. Et d'ailleurs, ce que je lis semble indiquer que
Les Iraniens sont peut-être plus intéressés à traiter avec les Chinois lorsqu'il s'agit d'obtenir des systèmes d'armes, des systèmes de défense aérienne, des avions de chasse, ce genre de choses, qu'avec les Russes. Je veux dire, il y a eu une grande affaire il y a quelques années où les Russes devaient fournir, je crois, des chasseurs Su-35 aux Iraniens. Et cela ne s'est jamais concrétisé. Du moins, je ne pense pas que cela ait jamais eu lieu. Donc, vous savez, la réalité de la menace que les États-Unis et Israël représentent pour l'Iran ne va pas pousser d'autres nations à se précipiter pour former une alliance formelle avec les Iraniens, comme une obligation de traité. Mais certainement, en termes de soutien, je pense que nous allons en voir davantage. Oui, je pense que nous en verrons davantage. Merci beaucoup, Matt, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Oui, merci, Nima. Pour les Américains qui fêtent Thanksgiving, joyeux Thanksgiving à tous. Oui, joyeux Thanksgiving à tout le monde. Et comme Nima l'a dit plus tôt, les amis, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Aidez-le à développer son audience. C'est comme ça que fonctionne YouTube. Alors donnez un coup de main à Nima et cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Oui, merci Matt. Yeah. Thank you, Matt. Toi?